Bonjour et merci de vous être rejoint à nous aujourd'hui. Thank you for tuning in today. I know that this is a really special time of year for many Canadians, with the Easter weekend having begun and Vaisahi on Monday. We all need to stay strong and continue practicing physical distancing. That's how we can take care of ourselves, our family, our friends, our neighbors, and our whole country. This year's celebrations will feel very different. I know my family tomorrow will be celebrating together on Zoom, but it is crucial for us to continue to follow these rules. Je sais qu'il s'agit d'un moment spécial de l'année pour plusieurs Canadiens et Canadiennes, avec Pâques qui vient de commencer et Vaisahi qui approche à grands pas. Les Canadiens et Canadiennes doivent continuer à pratiquer la distanciation physique, rester forts et rester à la maison. Cette année, les célébrations sembleront très différentes, mais c'est essentiel que nous continuons de suivre ces règles afin de protéger nos proches et nos voisins. So today, we will hear from Canada's Chief Public Health Officer, Dr. Theresa Tam, the Deputy Chief Public Health Officer, le Dr. Howard New, le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Pablo Rodriguez, and the Minister of Finance, Bill Morneau. Dr. Tam, please. Bonjour, hello everyone. I'll begin with our usual update on the number of COVID-19 cases in Canada. There are now 22,559 cases, including 600 deaths. And again, these numbers change rapidly over the day as provinces report. For the lab testing, we've completed tests for over 400,000 people, with now over 5% confirmed positive, as Canada continues to improve our testing to track where the disease is spreading. Yesterday, I mentioned that many of the deaths that have occurred in Canada have been linked to long-term care home outbreaks. While we all need to stay physically away to protect our loved ones in these high-risk settings, we'll need to find new ways to connect and support. Check to see what options are in place to get regular updates, to volunteer to help from the outside or donate supports, supplies, or virtual entertainment that can help in staying connected. I read a quote recently from Mark Hill, the elected chief of the Six Nations Grand River Reserve in southwestern Ontario. The community is grieving the loss of one of their members who died of COVID-19, and his words resonate for all of us. When all this is over, we will hold each other close. But right now, we need to show unimaginable strength and do everything in our power to ensure we do not lose any more lives. To save lives, families, communities, and businesses across Canada have shifted their behaviors to help break the chain of transmission of COVID-19. It is amazing to see grocery stores with tapes on the floor marking the 2-meter space at which people must stay apart. Schools are using technology to connect with their students via virtual classrooms. This long weekend, keep doing the things we need to crush that epidemic curve. Stay home and find ways to connect virtually, such as playing a board game with family over cyberspace. Take up our core. Hashtag staycation for the nation and crush that curve. Thank you. Thank you very much, Dr. Tam. Et maintenant, je donne la parole à Dr. Nou. Dr. Nou, s'il vous plaît. Now we will hear from Bonjour. Tout d'abord, le point sur le nombre de cas de COVID-19 au Canada. On compte aujourd'hui 22 559 cas au Canada, y compris 600 décès. Nous avons mené des tests sur plus de 400 000 personnes, dont plus de 5 % ont été déclarés positifs. Le Canada continue d'améliorer les tests pour suivre la propagation de la maladie. Hier, on a mentionné qu'un grand nombre de décès au Canada étaient liés à des foyers d'éclosion dans les centres de soins de longue durée. Puisqu'il faut absolument nous tenir éloignés de ce milieu très vulnérable pour les protéger, nous devons trouver de nouvelles façons de rester en contact avec ceux qui y habitent, mais aussi de les soutenir. C'est à chacun d'entre nous
de nous renseigner sur les moyens de nous informer sur nos aînés, de faire du bénévolat sans contact ou de faire les dons en matériel ou en produits virtuels pour maintenir les liens de la collectivité. Après avoir perdu un membre de sa collectivité, en raison de la COVID-19, Mark Hill, chef de la réserve des 6 nations de la Rivière-Grande, dans le sud-ouest de l'Ontario, déclarait hier « Nous pourrons serrer nos proches dans nos bras lorsque tout cela sera terminé. Mais pour le moment, nous devons être forts et tout faire pour éviter les pertes de vie. Pour sauver des vies, les familles, les collectivités et les entreprises du Canada ont changé leurs habitudes pour endiguer la propagation de la COVID-19. Des épiceries marquent sur le sol la distance de 2 mètres qu'il faut maintenir les uns entre les autres et les écoles misent sur les outils technologiques pour encadrer les élèves et leur proposer des classes virtuelles. Pendant le congé de Pâques, nous devons continuer de faire le nécessaire pour aplatir la courbe épidémique. Restez chez vous et maintenez le contact virtuel. Profitez-en, par exemple, pour découvrir les jeux de société en réseau. Cette année, prenez nos vacances à la maison pour aplatir la courbe. Merci. Merci, Dr. Ngou. Et maintenant, je donne la parole à Pablo Rodriguez, notre leader de chambre. Merci, Christian. This crisis and the needs of Kenyans have been changing by the day, sometimes by the hour. Our government has responded by developing an action plan and legislation that matches those needs. We have come forward with a plan for a wage subsidy to keep workers connected to their jobs. And today, the House has been recalled so that MPs can consider and pass this important legislation. Plus tôt cette semaine, lundi en fait, j'ai envoyé l'ébauche du projet de loi sur la subvention salariale aux partis d'opposition. Et cela démontre à quel point nous croyons à la collaboration. Nous avons eu de bonnes discussions tout au cours de la semaine, et c'est une bonne chose, et on a tous un point de vue sur la façon de protéger les intérêts des Canadiens, mais on sait tous aussi également qu'il s'agit d'une question absolument urgente. Nous devons être là pour les Canadiens, on doit être là pour tous les Canadiens, et nous serons là pour eux. We have already seen how quickly the House and the Senate can work together in the best interests of Canadians. It happens 2 weeks ago when Parliament met to pass legislation to help Kenyans affected by COVID-19, and this will be done again today. All parties in the House agree on the wage subsidy bill, and this shows the success of collaboration. And I want to be clear. As we move forward during the COVID-19 crisis, our government is firmly committed to a parliamentary accountability. Et à l'heure actuelle, les comités sur la santé et les finances tiennent leurs réunions régulières par téléconférence ou vidéoconférence, et ceci permet aux députés de demander des comptes au gouvernement sur la situation entourant le COVID-19. De plus, dimanche dernier, j'ai écrit au président de la Chambre pour lui demander des conseils quant à des façons d'innover, de sortir des sentiers battus, d'explorer comment la Chambre peut fonctionner de façon différente, notamment se penchant sur la possibilité de tenir des séances virtuelles. Le président a répondu rapidement en mentionnant qu'il avait demandé à son personnel de se pencher sur les différentes options qui s'offrent à nous. C'est quelque chose de prometteur sur lequel nous devons tous réfléchir et je tends la main à mes collègues de l'opposition pour que l'on continue de réfléchir à tout ceci ensemble. Nous croyons que la Chambre des communes a un rôle essentiel à jouer durant cette crise. And I want to thank all opposition parties for their collaboration. These are trying times for Kenyans. They're looking to their parliamentarians to work as Team Canada and to do the right things, and we're all committed to doing that. We will work on this together, and we will get through this together. On est déterminés à y arriver, on y travaille ensemble, et on va s'en sortir ensemble. Merci. Merci, Pablo. And now we will hear from our Minister of Finance, Bill Morneau. Bill, please. Well, good morning. Thanks, Christia, and thanks to all of you for being here this morning. And like Christia, I'd like to wish everybody who's celebrating, either with their families in person or virtually, a happy holiday weekend. I'm very glad that we've been able to reconvene Parliament today in order to pass this emergency legislation. Canadians have come together in extraordinary ways to save lives and to stop the spread of COVID-19.
But as you know, this has a very real impact on our economy. From the start, we've been clear that our approach is firmly focused on people. We've been listening to Canadian workers and businesses throughout this crisis. I've been on the phone, like many of my colleagues, for hours each day, hearing directly from business leaders, union leaders, and interested Canadians about how to make sure that our programs are helping Canadians to get through this pandemic. We want to make sure that these programs are simple and easy to use, flexible to the needs of as many Canadians as possible. We're doing this so that we can make sure we're getting Canadians the help that they need. That includes helping the business owners who create jobs, provide the goods and services that we all rely on. Dès le début, nous avons clairement indiqué que notre approche était résolument axée sur les gens. Nous avons écouté les travailleurs et les entreprises canadiennes tout au long de cette crise. Je passe des heures au téléphone chaque jour, comme mes collègues. Je parle directement des chefs d'entreprise et les dirigeants syndicaux pour s'assurer que nos programmes aident les Canadiens à traverser cette pandémie. Nous voulons être certains que ces programmes sont simples et faciles à utiliser, adaptables aux besoins de plus grand nombre de Canadiens possible. Nous faisons cela pour avoir la certitude que nous donnons aux Canadiens l'aide dont ils ont besoin. Today, I'll be tabling Bill C-14, which is proposing to support employers who've been significantly impacted by COVID-19 with a wage subsidy of 75%. Businesses, nonprofits, and charities, they're all able to apply for the Canada Emergency Wage Subsidy if they've seen a 15% reduction in revenues this March or 30% reduction in revenues in April or May. Businesses can do this by comparing their revenues to the same month last year or the average revenues of January and February of this year. And nonprofits and charities will have the option of whether or not to include government contributions when making their calculations. The wage subsidy will provide up to $847 a week per employee for up to 12 weeks. This support should help employers to keep their employees and in many cases to rehire them. Aujourd'hui, je déposerai le projet de loi C-14 qui propose de soutenir les employeurs qui ont été fortement touchés par le COVID-19 avec une subvention salariale de 75%. Les entreprises, les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance pourraient demander la subvention salariale d'urgence s'ils ont vu leur revenu diminuer de 15% en mars ou de 30% en avril ou mai. Les entreprises peuvent faire ce calcul en comparant le revenu au même mois de l'an dernier ou les revenus moyens de janvier et février versus ceux de cette année. Et les organisations à but non lucratif et caritatives auront la possibilité d'inclure ou non les contributions du gouvernement dans leur calcul. Les employeurs pourront recevoir jusqu'à $447 par semaine par employé pour une période maximale de 12 semaines. Nous voulons nous assurer qu'ils peuvent garder leurs employés, mais également les réembaucher. Workplaces, we know, are in many cases like families. Owners and employees work together for decades, sharing in successes, supporting their families, and supporting communities across our country. In this time of deep uncertainty, this program will provide families with assurances that paychecks are coming in. Now's the time for everyone to work together and to come together. I'm calling on all parliamentarians to pass this bill swiftly so that Canadians get the support that they need urgently. En cette période d'incertitude profonde, ce programme donnera aux travailleurs l'assurance que les chèques de paie viennent. J'appelle tous les parlementaires à adopter ce projet de loi rapidement afin que les Canadiens obtiennent le soutien dont ils ont besoin de manière urgente. Let's act so that we can make sure that all those Canadians that are making sacrifices to stay home and save lives know that we have their backs during this time, that they'll be able to feed their families and to keep a roof over their heads. There really can be no further delay. Canadians are counting on us. Thank you. Okay, thank you, Bill, and we're now ready to answer your questions. Okay, as usual, we'll start with 3 questions on the phone, 1 question, 1 follow-up, and then we'll turn to the room. Operator?
Thank you. Merci. Please press star 1 at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. Our first question, notre première question, vient de Philippe Vincent Foisy avec Radio-Canada. Please go ahead. À vous la parole. Philippe Vincent Foisy. Oui, bonjour à tous. Ma première question va être pour M. Morneau et M. Rodriguez. M. Morneau, à quel moment la subvention pour les entreprises va être disponible? On parlait de 6 semaines, 3 semaines. Est-ce que vous avez une date précise pour savoir à quel moment les entreprises vont pouvoir avoir l'argent? Puis, M. Rodriguez, qu'est-ce qu'il y a dans le deal? Qu'est-ce qu'il y a dans l'entente aujourd'hui? Quelles sont les concessions que vous avez faites? Mais merci, c'est une bonne question. La raison que la législation est urgente est parce que nous savons que c'est nécessaire d'avoir l'argent aussitôt que possible pour les entreprises et leurs employés. Ça veut dire qu'avec la législation, ça va être possible pour les entreprises d'avoir l'aide d'une banque, si c'est nécessaire, mais aussitôt que possible, nous voulons avoir la possibilité d'avoir leur fonds de leur agence de Revenu Canada. Nous avons dit il y a une semaine que ça va prendre 3 à 6 semaines, donc maintenant c'est 2 à 5 semaines, mais on espère d'avoir l'argent plus tôt, si c'est possible, et nous travaillons chaque journée pour assurer que ça va être là dans les prochains jours et semaines, mais je suis assuré que nous allons avoir l'argent dans les prochaines semaines. Thank you. We know how urgent it is to get funds to businesses so that they can be paying their employees. It's the reason why this legislation is so urgent. We know that with this legislation, employers will be able to go to their banks to get funding. We also know that this allows us to move forward in getting the funds out rapidly. A week ago, we said this would take 3 to 6 weeks. Obviously, now that's 2 to 5 weeks, and we're aspiring to do that as rapidly as possible. I'm assured that we will be closer to the short end of that time, but we'll work every day to make sure that money gets out to employers and therefore to employees. On ne parle pas ici en termes de concession, on parle ici en termes de travail d'équipe parce que c'est ce que c'est. Le gouvernement a déposé un projet de loi, un très bon projet de loi qui est appuyé par l'ensemble des partis actuellement et on a discuté tout au cours de la semaine sur les façons dont on peut continuer de collaborer ensemble. Par exemple, le fait d'accroître le nombre de comités. Il va y avoir 4 comités de plus qui vont siéger. On parle de l'industrie, des ressources humaines, les opérations gouvernementales et le comité des procédures qui, lui, va avoir comme tâche principale de réfléchir sur les façons dont on pourrait se réunir à l'avenir de façon virtuelle. Qu'est-ce qui est possible de faire en termes de technologie? Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Qu'est-ce qui est étudié ailleurs, notamment en Angleterre, pour que les députés puissent continuer à faire le travail, mais en tenant compte du fait que nous sommes en pandémie et que si on demande aux Canadiens de rester chez eux, parce que c'est la façon de réussir, on doit tenir compte de ça aussi lorsqu'on parle du Parlement. Et en question de suivi là-dessus, j'aimerais savoir où en sont les négociations sur la suite des choses, parce que les conservateurs demandent à ce qu'il y ait que les députés siègent. Le 20 avril approche à grands pas, ce qui est la date limite pour la suspension de la Chambre des communes. Donc, où en sont les négociations sur post-20 avril? Puis peut-être vous entendre, M. Nou, sur est-ce que ça serait sécuritaire d'avoir une trentaine, quarantaine de députés qui siègent à la Chambre des communes du point de vue de la santé publique, là, pas du point de vue politique? Il y a des discussions en cours tout le temps. On se parle régulièrement, les différents partis. Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on rappelle la Chambre, et dans certains cas, certains voulaient parler de le faire sur plusieurs jours. Lorsque les députés sont ici, il n'y a pas que les députés. Il faut tenir compte du fait qu'il y a des gens qui doivent nettoyer les lieux, il y a les agents de sécurité, il y a les gens qui travaillent au niveau du service technique, ceux qui travaillent au niveau de l'interprétation, les conseillers politiques. Donc, ça fait aussi beaucoup de monde et ça aussi, ça doit être tenu en compte. Merci, M. le ministre. Nous va répondre aussi. Oui, c'est ça. Moi, je peux dire, de la perspective de la santé publique, des choses importantes, on a souligné le point 1000 fois,
c'est garder la distanciation physique, garder une distance de 2 mètres entre les personnes, les uns entre les autres. Et je suis confiant qu'on a pris les mesures ici, comme dans toutes les entreprises à travers le pays, assurer qu'on garde la distance entre les personnes et aussi beaucoup de nettoyage aussi environnemental. Merci, docteur. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Notre prochaine question, our next question is from Michel Lamarche avec TVA Nouvelles. Please go ahead. À vous la parole. Oui, bonjour. C'est pour Monsieur Rodriguez. J'aimerais vous entendre sur cette idée évoquée hier par Québec de rouvrir peut-être les écoles et de remettre sur pied les services de garde. Et ça se ferait tout ça avant le 4 mai, considérant ce que M. Trudeau dit, c'est-à-dire que ce sera un retour à la normale graduelle. Comment vous voyez tout ça au gouvernement à Ottawa? Écoutez, c'est pas à moi de me prononcer sur les mesures, les décisions de Québec. Simplement dire qu'on collabore très bien avec le gouvernement du Québec, comme celui des autres provinces aussi. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui voudraient... Et concernant la santé, je vais demander à Dr. Nu de répondre. Oui, merci pour la question. C'est sûr que si on regarde la situation, l'épidémiologie actuelle au Canada, c'est aussi une question de l'épidémiologie dans chaque province et territoire, aussi même chaque région à l'échelle locale. Je pense que les autorités de Québec regardent de très étroite c'est quoi la situation au Québec avec leur épidémiologie, qu'est-ce qui se passe dans les régions. Et je pense que, comme ici à Ottawa, on regarde toujours l'évidence scientifique, les données probantes, et au fur et à mesure, quand la situation évolue au Québec et aussi à travers le pays, pour prendre des décisions, je pense qu'avec prudence, c'est ça. La deuxième question, c'est à nouveau sur tout ce qui se passe dans les CHSLD, les centres de soins de longue durée, les résidences privées pour aînés, partout au pays. On le dit depuis le début de la crise, ça fait maintenant des semaines que c'est une population très vulnérable. On voit ce qui se passe. Le fédéral semble absolument rien faire pour venir en aide aux provinces en ce qui a trait aux centres de soins de longue durée. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous là, de prendre du leadership et d'aider les provinces et qu'est-ce que vous pouvez faire rapidement? Merci pour la question. Je pense que le gouvernement fédéral, nous autres ici à l'Agence de santé publique, on prend beaucoup de leadership. On convient aussi le comité consultatif spécial avec tous nos homologues des provinces et territoires. On discute presque tous les jours les enjeux actuels et c'est sûr que qu'est-ce qui se passe aux établissements de soins de longue durée, c'est une priorité. On vient juste de discuter des lignes directrices parce que pour ces établissements de soins de longue durée, parce qu'on sait que le rôle pour le gouvernement fédéral, pour nous autres, c'est de donner les lignes directrices aux provinces et territoires, mais c'est toujours en consultation avec nos homologues. Et puis après, c'est vraiment dans le contexte de chaque province et territoire, et même à l'échelle locale, pour opérationnaliser les lignes directrices selon le contexte à l'échelle locale. Donc, je pense que on va publier ça bientôt, même aujourd'hui. Merci, docteur. Prochaine question. Thank you, doctor. Next question. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question, is from Mélanie Marquis avec La Presse. Please go ahead. À vous la parole. Mélanie Marquis, La Presse. Go ahead. Merci. Ma question est pour qui voudra bien apprendre, Mme Freeland ou peut-être M. Rodriguez. Il François Blanchet ce matin qui parlait de 159 travailleurs agricoles temporaires mexicains qui sont arrivés, qui ont décollé en fait sans subir de tests de dépistage de la COVID-19. Donc, je demande au gouvernement fédéral d'agir à ce niveau-là, de ne pas laisser ça entre les mains des entreprises agricoles privées. Pouvez-vous juste me faire le point par rapport à cette situation? Oui, merci pour la question. Concernant les travailleurs temporaires étrangers, d'un côté, nos producteurs agricoles
autour de la pays nous assurent que le travail de ces travailleurs est essentiel pour notre chaîne d'approvisionnement alimentaire. Et la sécurité alimentaire est absolument essentielle pour notre pays, surtout dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je veux souligner que tous les travailleurs temporaires sont sur la loi de la quarantaine, comme tous les gens qui entrent le Canada de l'étranger. Hier, la GRC a annoncé que la GRC va travailler en étroite collaboration avec toutes les forces policières locales, incluant la Sûreté du Québec, pour aider l'enforcement de la loi sur la quarantaine. Et je répète que la loi sur la quarantaine s'applique aussi aux travailleurs temporaire et c'est absolument nécessaire. Pouvez-vous juste préciser si, une fois que ces gens-là sont arrivés à l'aéroport, ils subissent des tests de dépistage des symptômes? Comme tous les voyageurs au Canada d'étrangers, il y a une surveillance pour voir si les gens qui entrent au Canada ont des symptômes. S'ils ont des symptômes, ils sont mis directement sur la quarantaine. Pour les gens qui n'ont pas les symptômes, la loi sur la quarantaine pour 14 jours s'applique aussi et ils doivent être isolés. Et nous avons eu dans les jours précédents des discussions avec les provinces, avec la GRC. La GRC commence à travailler avec les forces policières locales pour être certain que la loi sur la quarantaine sera renforcée. In order to ensure that the Quarantine Act is enforced. When it comes to temporary foreign workers, Canadians know from our farmers that their work is important to ensure food security, and this season is an essential moment for farmers to begin their work. Temporary foreign workers, like all people, Canadian and non-Canadian alike, entering Canada from another country, are subject to mandatory 14-day quarantine. The RCMP has announced yesterday that the RCMP, working with local police forces, would be assisting public health in ensuring that those quarantine measures, which are obligatory, are fully enforced. Thank you, Deputy Prime Minister. We'll now turn to the room. Rachel? Rachel Haynes from CTV National News. My questions are for Minister Freeland and Dr. Tam, and perhaps Dr. New as well. But you've just been saying, in response to my colleague's question about long-term care homes, that you will be issuing guidelines to long-term care homes. But today we're hearing some reports of long-term care homes where staff have walked out in Markham. The Montreal Gazette published a report that describes some very dire conditions of long-term care homes in Montreal and Dorval. So are these guidelines going to be enough? What is the role right now for the federal government to do more to make sure that people at home know that their loved ones who are in care homes are being taken care of? I'll start and then I'll turn it over to Dr. Tam, who's been working a lot on this. The situation in long-term care homes is very, very concerning. And it's maybe particularly concerning in this holiday weekend when a lot of us can't see our parents or grandparents who are in long-term care homes. So the first thing I would say is, although it's really, really hard, it is essential for non-essential people not to enter those long-term care homes. That is a real danger to the people who we love who are there. We have been working,
It is absolutely the case that people who are resident in long-term care homes are a particularly vulnerable group of Canadians, and we have been working very closely with the provinces to put in place measures to protect the safety of those people even more. British Columbia has shown real leadership in, for example, banning people from working in more than one long-term care home at a time. And as you heard from Dr. New, it's something we're very focused on, and we will be coming out with guidelines very soon. Dr. Tam? Yeah, and as I've said repeatedly, this is the key at-risk population for this epidemic, this pandemic. So the guidance for long-term care homes are probably on our website right now, if not very soon. It is a evidence-informed guidance and is supported by all chief medical officers of health across the country. I do think that these recommendations, I'll name a few, to me, might be one of the key legacies of this particular pandemic, which is how do we ensure better safety and support for residences and staff and visitors in these settings. So, for example, some of the key recommendations of these guidance, as we just said, includes the fact that volunteers or visitors should be restricted to essential work only, essential and in terms of, for example, feeding or for very much some compassionate reasons, but they'll be very limited from that perspective. Given the evidence base on the possibility of transmission from asymptomatic, pre-symptomatic people, for example, staff who might be entering from the outside, even before they know that they could have symptoms or be infected, we are recommending training and monitoring the compliance for infection prevention control measures, which includes wearing a mask for the duration of the shift or the visit. So that is a additional measure that we are recommending. But that's only one layer of measure. The whole way that long-term care facilities must support social distancing. For example, during meal times, you cannot have people congregating. You cannot use, common items without cleaning and proper disinfecting as needed. Really good screening for any kind of signs and symptoms of COVID-19, whether they be visitors, staff, or residences. And as Minister Freeland had just said, one of the key recommendations is to identify staff who work in more than one location and prevent this from happening wherever possible. I know there are realities as to how might that roll out. I'm really heartened to see not just British Columbia, but many other provinces just in the last day or so announcing some of the stricter measures that they're putting in place to protect residences of those facilities. So this is the moment to really step up, I think, on everything that we can do to prevent the introduction and spread in those facilities. Thank you. And I'll just go back to Minister Freeland and Dr. Tam on this again. A lot of these guidelines are based off of the fact that people are still going to work and will still be in these facilities to actually follow the guidelines. But that doesn't address the fact that people don't want to go into these long-term care homes where there are outbreaks, and doesn't really address the fact in Dorval where some of these people who are living in these homes were left in their diapers for days or not being taken care of properly. How concerned are you about how these guidelines will actually even be able to be taken into effect if there's not even the workers there to follow them? These are incredibly horrific reports that we've all been seeing, really heart-wrenching situations. The guidelines that are coming out either right now or very soon
are going to be important measures in helping to protect both the people who are in long-term care facilities and also the people who work there. Both groups are entirely deserving of protection, and absolutely everyone in Canada needs to be doing more to protect them. Do you want to add anything, Dr. Tam? I think you may have seen some of the provinces coming in to support people who work in these facilities because they're not necessarily being paid, for example. So some of the measures, for example, in BC, is to actually support care aides and others who do provide absolutely important functions, but they're not being supported enough to do so. And for example, the recommendation to, wherever possible, limit work to only a single facility has some reality checks to it. So you do have to put in the supports in place in order for people to actually follow those kind of recommendations. So I think you will see that the provinces are all very seized with this issue, and it's both from a guidance and infection control perspective, but also a support from employment perspective as well. Thank you, Dr. Ashley. Ashley Burke, CBC News. Deputy Prime Minister, can you tell me what the talks have been like the last couple of days with the opposition behind the scenes? And how do you prevent these sort of last-minute negotiations to pass legislation during this crisis? I'm going to let Pablo, who has really been profoundly engaged in these talks, he may look a little more tired today than usual, answer that. I mean, these discussions are normal. We're working as Team Canada, and that's what we want as a government. We tabled a bill, a very good bill, where there weren't that many conversations around the bill because it's there, you know, for all Canadians. There were some conversations around the seating of the House, this and that, but the objective here is to work together, and this is what we've been doing with all the parties throughout the week and on a regular basis, I have to say. And we have to see how we can move on, making sure that MPs can do their job, that Parliament can do what it has to do, but maybe in different ways. We have to be creative. We are asking Canadians to be creative. We're asking Canadians to stay home. So that's why I wrote to Speaker of the House asking him to explore the possibilities of virtual sittings, and he's doing that with his team. I'm asking my colleagues from other parties to work with us on this also, see how we can make things differently a bit, so we can move on together in this different period of time and as we do our job. And you mentioned there's some promising options on the table for virtual parliament. What specifically are those promising options? And would you say yes to some smaller in-person sittings until that's up and running? We heard today from the opposition it could take up to 4 weeks. Well, there are sittings actually of committees. We have actually the Committee of Finance and the Committee of Health are meeting virtually. And now we're going to add other committees, for example, industry, human resources, government operations, and also PROC, the procedural committee. And this one is tasked with something extremely specific. The PROC committee has to analyze how we can do this differently, to take into consideration this pandemic, the fact that we, you know, on one hand, we can't tell Canadians, stay home because that's the way to fight this, and then come here every day and meet, because when we come here, it's not only the MPs that come here, it's all the cleaning people, I mean, security people, the technicians, the clerks, the political staff, interpreters. So it brings a lot of people together. So let's see if there's different ways to do this. Hi, Mackenzie Gray from CTV News. Mr. Morneau, my question's for you. When the Prime Minister announced change to the wage subsidy, he discussed the idea that there would be supports in there for home care workers who potentially could make more money on the CERB versus actually going into work. I think that ties into my colleague's question earlier about people who work at seniors' homes who think I might make more money staying at home. It might be similar money to stay at home, but I'll be safer there. Can you outline specifically what will be in the bill today that will encourage home care workers, people who work at seniors' homes, or other healthcare workers to continue to go to work? Well, I think the Prime Minister identified correctly that we need to think about all the Canadians and how we're supporting everyone. So in the wage subsidy bill, clearly what we're doing is we're
making sure that employers can keep their employees attached to their enterprise, which will allow them to get significant source of funds, but also keep that connection with their workforce. The emergency response benefit is allowing those people who, they might not be attached to an employer or they might be laid off to continue to be able to get funding for themselves and their families. And we're looking to make sure that we help every Canadian who finds themselves in a difficult position because of COVID-19. That means, as you say, home care workers and essential workers in many categories are people we need to look at to make sure that they're continuing to work, to be encouraged to work. And there's work that's going on right now that is considering this issue. I don't have anything specific to respond to right now, but I will in the near term have some things to respond on that front. So there's nothing in the bill today that specifically addresses that issue that the Prime Minister talked about when he announced the changes to this? To be clear, the bill today is the wage subsidy bill. So it's helping literally of the 19 million people who work, roughly 15 million of them, 14 million of them are attached to employers. So it's looking at those employers that have been impacted by COVID-19. There are other things we need to do. And as you've seen, we've been addressing things on a daily basis as we get through the challenges that we're facing. So that continues to be important, and we'll have more to say. Thank you, Minister. That's all the time we have for today. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci.